En virage cette semaine, on fait l'essai de 3 véhicules. Le tout nouveau Honda CR-V version hybride. Marc Bouchard fait l'essai, lui, du tout nouveau Mercedes 350 version branchable. Et l'autonomie va vous surprendre, surtout ce qu'il a réussi à faire. Aussi, Toyota s'est rappelé qu'on avait un 4Runner. On l'a modifié. On vous présente ça un petit peu plus tard à l'émission. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, plusieurs choses à l'émission aujourd'hui. Pour jaser de tout cela et de tous ces véhicules, surtout, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, beaucoup de véhicules aujourd'hui à l'émission. On va être gâtés. On s'est promené dans de beaux véhicules. On va commencer avec le CR-V qu'on a ici même en studio. CR-V version hybride. Et je le conduis depuis un certain temps. Rien d'excitant au niveau de la ligne. On a fait un travail quand même efficace. Je pense que c'est chic et de bon goût, mais on n'a pas... Depuis quelques années, on ne s'excite pas vraiment du côté de chez Honda au niveau du coup de crayon, mais c'est chic, c'est bien fait. L'assemblage, la finition, les matériaux, rien à dire de ce côté-là. Sur la motorisation hybride, par contre, on a fait un beau travail avec le moteur 2 litres où on a joint 2 moteurs électriques et on est allé plus loin que notre système qu'on avait habituellement, le IMA, où on avait tout simplement un petit moteur électrique entre le moteur et la transmission qui venait surtout à aider. Puis ça remplaçait comme un turbo à peu près, là, timidement, mais c'est à peu près ce que ça faisait comme travail. Là, on est allé plus loin où on a vraiment voulu donner du travail au moteur électrique. Tu as un moteur électrique de plus grosse dimension qui, lui, propulse les roues en tout temps. Le moteur à essence essaie de donner un petit peu d'énergie. Et l'autre moteur, évidemment, recharge la batterie. Donc, on a un système un petit peu plus complexe, un petit peu plus efficace. Mais ce que je retiens, moi, c'est la douceur que ce système-là donne au véhicule. C'est assez impressionnant. Effectivement, on va dire que du côté d'Honda, l'hybridation cette année, c'est un peu leur force. Ouais. On a parlé précédemment de la Honda Civic hybride. Et honnêtement, c'est une des voitures qui m'a le plus impressionné du côté d'Honda cette année, je dois le dire. Le CR-V, tu as raison de dire qu'on arrive avec un système qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus puissant aussi. Parce que, bon, on dit moteur fait 201 chevaux plus les motorisations électriques. On pourrait dire qu'on fait plus de 300 chevaux, hein, si on additionnait le tout. Honda a la décence de ne pas aller là. Ouais. Les autres, ils disent plutôt, écoutez, on a voulu créer un véhicule qui va miser d'abord sur la douceur de roulement, ensuite sur l'économie de carburant, ça, on pourra en reparler, mais qui arrive quand même avec une technologie assez unique, effectivement. Rouage intégral, bien sûr, dans la version qu'on a. Moi, le premier bémol, en fait, il y a 3 bémols d'importance pour moi au niveau du CR-V. D'une part, je l'ai dit, c'est au niveau de l'économie de carburant. C'est pas significatif. On va avoir 2 litres et demi maximum de différence avec une version traditionnelle. Ça me semble un peu mince. La différence, elle est beaucoup plus grande au niveau du prix, cependant, parce que si on prend le CR-V Sport, il est à 45 000. Si on prend le hybride Touring, comme on a ici en studio, on est à 53 000. C'est 8 000 de différence. C'est énorme comme différence. Ça, c'est la grosse nuance. Et l'autre affaire, tu l'as dit, ils sont un peu conservateurs dans la ligne. Mais il aurait pu faire un petit effort dans l'habitacle au lieu de nous ramener l'habitacle similaire à tout ce qu'on trouve dans la Honda Civic, dans à peu près tous les véhicules Honda. On a l'impression qu'ils ont pris le même tableau de bord et qu'ils l'ont rentré là. Et l'écran, pour moi, là, le gros bémol à l'intérieur, là, il y en a 2. Un, c'est un peu long avant de... Ces temps-ci, il fait froid, là. C'est un peu long avant d'avoir du chauffage. Fait que ça, c'est la première des choses. Et l'écran. Le reste, le bloc instrument, je vis avec. Les commandes, on a mis des boutons un peu partout, je vis avec.
Mais l'écran positionné sur le tableau de bord, là, ça fait partie des années tranquilles. Je pense que le modèle T de Ford avait ça. Et le système d'infodivertissement qui est à peu près à la même vitesse que celui du modèle T. Alors, vraiment, ça, c'est probablement le plus gros bémol. Mais tu as raison de dire qu'au niveau de la motorisation hybride à proprement parler, ça, de ce point de vue-là, une grosse réussite. Ils ont fait une belle réussite. Il voudrait cuiller loin, gars. Ça me fait rien, mais modèle T, je ne l'ai même pas vu. Fait qu'imagine vous autres. Ouais. Intéressant de vous entendre parler de ce véhicule-là à date, ce que vous avez à en dire. Les ventes au Québec qui ont été intéressantes, je pense que c'est le deuxième véhicule dans cette catégorie-là le plus vendu, au-delà de 7600, au travers le Canada, au-delà de 52 000. Il en vendent chez Hervé. On trouve que le prix est élevé. Mais malgré tout ça, ils réussissent à en vendre quand même. Il y a de la compétition, beaucoup, là, qui s'organise autour. On sait que le RAV4 est le véhicule à vendre là-dedans. Quand je vous entends parler au niveau véhicule silencieux, etc., je suis surpris parce que moi, je ne l'ai pas conduit. Mais je suis curieux parce que de l'essayer. Parce que si je me fie au Toyota RAV4 qu'il y avait avec le petit système hybride, un Toyota RAV4, le moteur était déjà bruyant, avec la fameuse transmission à courroie qui grondait. Ils ont mis la même mécanique qui a été montée à bord du CX-50 de Mazda. Ça gronde. Je peux vous dire que ça gronde versus un moteur à essence régulière. Ils ont fabriqué un véhicule qui est intéressant, mais il n'a pas vraiment évolué depuis 1997. Au niveau dimension de carrosserie, c'est passé de 4,5 mètres à 4,7 mètres. Alors, c'est pas vraiment évolué. Où est-ce que ça a évolué? C'est quoi? C'est en 2022, à peu près 2023, qu'il y a eu un changement au niveau du design qui a amélioré. L'intérieur, comme vous dites, les sièges sont parfaits. La balance, ça, on en reparlera peut-être encore un peu plus tard. Ce que j'aime de ce véhicule-là, j'ai l'impression qu'on a pensé aux gens qui ont des enfants montés à bord. Les portes arrière, là, ça rouvre comme ça. Et ça, tu as les sièges de bébé ou les sièges de bébé installés, tu as les bébés dans les mains pour que tu les déposes dans le siège. Alors, n'importe qui arrive avec les bébés, souvent, ils ont un autre sac sur les épaules, puis ils ont le bébé déposé ça. Là, ils sont pognés entre la porte qui ouvre pas. Là-dessus, je peux te dire que Honda, ils ont fait une superbe job. Une autre chose, c'est la dimension du coffre arrière. La hauteur et l'espace qu'il y a dans ce coffre-là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et quand on rabat les dossiers de siège, on peut coucher dans le véhicule parce que c'est des dossiers de siège qui viennent là en arrière. Ça, c'est un côté agréable. Moi, j'ai aimé ça. Suspension indépendante sur le véhicule, ça permet d'avoir un véhicule qui a une bonne suspension, un bon débattement, qui est bien accroché à terre, sur le pavé comme toujours. Remorquage, dès qu'on a un véhicule hybride, on est obligé de couper le remorquage. C'est quoi, 450 kilos, quelque chose de comme c'est à peu près 1000 livres. Oui, c'est ça. Alors, intéressant. Moi, personnellement, quand j'écoute ça, je lis ça, je regarde ça, je me dis, est-ce que je prends vraiment un hybride à 52 53 000 avec l'équipement, ou je m'achète un avec un équipement raisonnable, essence, sans ajout, et avant d'avoir attrapé. Moi, je regarde toujours le côté que ça va me coûter pour me rendre à mon 52 000, 53 000, plus les taxes, etc. C'est ça qui me... C'est pas dans l'économie de carburant, comme Marc disait, qu'on prend sa décision, mais vraiment dans la douceur, parce que le point fort de ce CR-V-là, c'est que c'est ton moteur électrique qui te propulse, surtout à basse vitesse. Ouais. Même si ton moteur à essence est en marche, il ne force pas. Et c'est là la grosse différence. Okay. C'est que le moteur à essence ne force pas, donc reste quand même très silencieux. Tu accélères pratiquement comme si tu étais dans une voiture électrique. Donc, c'est ça le point fort que ce qu'on a réussi à faire du côté de chez Honda, puis que j'aime beaucoup mieux ce système hybride-là que ce qu'on avait par le passé. Mais c'est là que je suis étonné, moi, que la consommation d'essence ne soit pas plus basse. Ça, c'est le gros point. Tu as une utilisation beaucoup plus longue de la portion électrique. Pourtant, ton moteur à essence consomme presque autant que s'il était constamment en fonction. Mais c'est important de mentionner que le moteur à essence est pratiquement tout le temps en fonction.
Oui. Donc, on n'a Mais il force pas pas. purement... On est électrique, mais le moteur à essence fonctionne. Tandis que, attendez-vous pas, c'est un hybride traditionnel pour que le moteur soit éteint puis qu'on avance. C'est vraiment à très, 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 très faible vitesse. Mais la batterie, c'est un 1,4 kWh, c'est ça? Ouais, c'est Des tout petites petit. batteries, des petites... Donc, tu toutes fais petites. quelques Fait que pieds c'est- seulement à 100 ouais, ouais, électrique. Juste pour reprendre ce que Jacques a dit, là où je suis moins d'accord, c'est au niveau des suspensions aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il était sautillant un peu. Mais c'est pas spécifique à l'hybride. Je trouve que le nouveau CR-V, les suspensions, bien qu'indépendantes, ils nous font ressentir un peu trop là, les accidents de la route. Ça, je trouve ça un peu désagréable. Mais écoutez, c'est un bon véhicule, là, puis c'est d'une grande fiabilité et il va garder sa valeur. Ça, c'est aussi l'autre élément. Il va vaut garder sa cher, valeur. il garde une grosse valeur de rachat. Faut aller voir quand même les autres, la concurrence, qui sont au niveau des prix, c'est un petit peu avantageux. Au niveau du RAV4 et au niveau du CX50, c'est les véhicules qu'on doit aller voir pour comparer ce véhicule. Et ça, c'est vraiment construit au Canada. C'est vraiment... Oui, Honda. absolument. J'ai été C'est voir même pas sur- loin des prix du J'ai été Outlander. voir sur l'étiquette et j'ai vu que c'était... Construit fabriqué- chez nous. Oui, c'est fabriqué chez Produit nous. chez nous. Alors, c'est des choses, c'est tous des points intéressants, selon moi, là, pour, dans le moment. Mais il demeure quelqu'un qui va acheter ça, là, on se promène, puis On sera pas malheureux. on oublie presque le véhicule. Il ne sera pas malheureux, là. C'est Non, clair non, qu'il ne sera non. pas malheureux. Moi, comme je vous dis, c'est plus la facture qui me fait un petit peu sourciller, mais le reste ne sera pas malheureux. Oui. Quand tu le payes là, mais tu le retrouves à la fin si tu l'entretiens bien, tu le protèges. Je pense que c'est un véhicule qui garde quand même sa valeur. Dans l'ensemble, moi, je le recommande évidemment parce que je l'ai bien aimé, ce nouveau CR-V. Merci, messieurs. On s'en parle tout à l'heure. Plaisir, Geneviève. Plaisir. Restez avec nous, on vous revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Voilà de retour et mes collègues sont toujours indisciplinés. Évidemment, durant les pauses, on en profite pour s'amuser un petit peu. Messieurs, on va passer au Mercedes parce que Marc, tu es en train d'essayer le Mercedes GLC 350E. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est un GLC comme on les connaît, bien entendu, mais en version motorisation hybride rechargeable. Donc, on a un véhicule qui, honnêtement, m'a beaucoup surpris en matière d'autonomie. Écoute, on sait que chez Mercedes, et là, je ne serai pas fin, mais au niveau de l'électrification, les véhicules 100 électriques ne sont pas tout à fait là. Hein. Ils ont eu pas mal de difficultés, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Mais au niveau de l'hybridation, ils sont en train de donner des petites leçons à tout le monde. Moi, j'ai essayé le GLE, hybride branchable, et le GLC, 84 km d'autonomie inscrit au tableau de bord alors que la température était froide, et je l'ai fait. Le 84 tel que prévu. Près du moins 20. Là. Près du moins 20. Oui, évidemment, il y a une partie, il faut faire attention parce que quand tu pars, quand il fait trop froid, le mode électrique n'est pas compatible. Donc, il ne part pas. Tu es en version hybride, tout simplement. Par contre, quand tu arrives en mode où il fait plus chaud, là, le mode électrique embarque et tu es capable de faire l'autonomie. Mais 84 km pour un hybride branchable, excusez-moi, messieurs, je ne connais pas d'autres modèles. C'est ce qu'on attendait. Exactement. Avec le hybride Absolument. branchable. C'est vers là qu'on voulait se diriger. Si tu le fais en hiver, je pense que tu vas approcher le 100 km lorsqu'il va faire beau. Exactement. Absolument. L'été, oui. Puis, et on parle d'un véhicule qu'on connaît bien, 4 cylindres 2 litres turbo, bien entendu. La transmission 9 vitesses que l'on connaît chez Mercedes, donc qui est d'une grande souplesse, qui fait tout à fait le travail, on le sait. Rouage intégral comme il se doit, hein, c'est un Mercedes. La qualité d'assemblage bien, est sans défaut. Je vous avoue que chez Mercedes, on joue un petit peu le bling-bling de ce temps-là quand on fait l'intérieur, là, avec des éclairages un peu Ouais, c'est partout, incluant dans les buses de ventilation. Tu peux changer la couleur. On va revenir sur Terre bientôt. Ce sont Écoutez, peut-être tu pas me dis. absolument Les nécessaire. Coréens qui nous ont fait ça il y a quelques années, puis Ça- Les autres- Coréens ont déjà abandonné ce Ouais, c'est ça, principe-là. c'est ça. Fait que- Fait que les autres en avaient beaucoup de commandés, fort probablement. Ça va s'estomper. Ça fait un peu Las Vegas, je vous dirais. Là, c'est pas nécessaire. Mais pour le reste, sièges sont confortables. Mais c'est le rival exact du Volvo PHEV XC60 dont j'ai fait l'essai il y a quelques semaines à peine. Rival au point aussi du prix.
Moi, je trouvais que le Volvo était un peu cher. On disait qu'à 82 000 $, il y avait beaucoup de concurrence. Bien, on en a un concurrent qui est à 81 750 dans le cas de mon modèle d'essai. C'est-à-dire que, bon, il y a certaines options. C'est un véhicule allemand. Ouais. Ça vient toujours avec un catalogue, ça d'épais d'options. Il y a quelques options, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est assez particulier. Un bémol, honnêtement, puis c'est peut-être moi qui ai mal fouillé, j'ai pas trouvé d'aide à la conduite pour le maintien en voie puis d'aide semi-autonome. J'ai le régulateur de vitesse intelligent, donc qui me permet de garder la distance avec les véhicules qui me précèdent, mais j'ai pas trouvé de système qui me maintient en voie. Pour un véhicule de ce prix-là... Continue de chercher, Marc. Oui. Mais Continue de chercher. J'ai cherché dans tous les menus de sécurité, et même sur le... Il y a beaucoup de boutons sur le volant, là. C'est un peu étonnant, là. Ça doit être une option. Ouais, probablement, ça doit être une option, parce qu'effectivement, je n'ai pas... Le Kia K4 que j'ai essayé dernièrement l'avait, là, Marc. Oui, mais je vous dis, je ne l'ai pas trouvé et il n'est pas dans la liste des options qu'on a mentionnées sur la fiche technique. Honnêtement, ça m'a beaucoup étonné. Puis je me suis dit, peut-être que c'est automatique. Tu sais, quand tu enclenches le système, c'est automatique. Non, je peux vous dire que quand ça traverse une ligne, ça traverse une ligne. Je sais, je l'ai essayé sur l'autoroute, puis il n'a pas voulu retenir. Donc, ça m'a un peu étonné. Pour le reste, on est dans un GLC. Jacques, tu connais bien ce véhicule-là. C'est un véhicule que moi, j'aime beaucoup au niveau de la conduite. Il n'est pas trop lourd, il est juste correct. La conduite est assez douce. Honnêtement, peu de reproches à faire. Facilement maniable, bonne visibilité, tout ça. Totalement. Je trouve que les points de repère qu'on a dans ces véhicules-là sont faciles à retrouver. Alors, c'est pas la même chose dans d'autres marques, je peux te dire ça. Non, effectivement. Ouais. Et, comme tu l'as mentionné, effectivement, la visibilité, elle est excellente. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué beaucoup. Donc, honnêtement, peu de choses à reprocher. Un grand espace de chargement, des sièges relativement confortables, pas de massage. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Par contre, on a les réglages cinétiques des sièges. Donc, quand tu conduis de façon plus dynamique, là, les sièges vont se placer. Il y a aussi le réglage automatique du siège, mais je pense qu'il pense que je mesure 3 pieds 2 parce que quand je l'ai activé, j'étais vraiment comme ça. J'ai été obligé de le régler manuellement. C'est pas aussi efficace qu'on voudrait le dire. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui va... Une fois que tu es installé, là, c'est un véhicule qui va vraiment très, très bien et qui est très fonctionnel. Mais le point fort, c'est l'autonomie électrique. C'est ça. C'est un rafraîchissement que le GLC a eu et qui en avait besoin parce que ça faisait quand même un certain temps qu'il n'y avait pas eu de rafraîchissement pour ce véhicule-là, qui a toujours été, dans mon livre à moi, un des meilleurs véhicules chez Mercedes. Donc, on poursuit encore. Puis on l'a en version régulière ou en version sport, genre coupé sport également. Donc, ce véhicule-là qu'on peut avoir. Et on attendait ça dans l'électrification. On attendait d'avoir des véhicules branchables qui vont donner vraiment plus d'autonomie pour aller chercher encore davantage de monde. La question que je me pose maintenant, là, présentement, au moment où on se parle, on fait quoi avec l'électrification? Là, il n'y a plus de rabais sur ce véhicule. Non. On achète, on n'achète pas, on attend. Les fabricants sont un peu timides. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, tu as le bon mot. Les fabricants actuellement sont timides. C'est-à-dire qu'au moment où on enregistre, quand on va fouiller sur les sites de manufacturiers, je vous mets au défi de trouver clairement quels sont les rabais qui sont consentis par tout le monde. C'est un peu compliqué. On sait que Nissan a annoncé, ils ont fait communiquer tout ce qui vient avec pour dire, nous, on donne 5 000 encore. Mais les autres, là, Volkswagen, ça continue en partie jusqu'à la fin de février, mais on n'est pas sûr. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Hyundai qui ont 3 000 on n'a pas été vraiment plus loin. Non. Certains ont des taux. GM ont donné des taux. Ah non, c'est compliqué de s'y retrouver actuellement. Puis le problème qu'on a, c'est que le ministre Charette, au provincial, a dit, à partir du 1er avril, le programme va revenir. Fait qu'il n'y a pas un manufacturier qui veut prendre l'avance en disant, bien, nous, on va financer. Il va attendre que le gouvernement embarque. Alors, pour le moment, c'est vraiment une période d'instabilité. Je ne voudrais pas être concessionnaire avec un gros inventaire de véhicules électriques, parce que, d'après moi, ça ne doit pas sortir à pleine porte. Absolument pas. Ça va être une histoire à suivre, bien sûr. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, restez avec nous, puisque au retour de la pause, Toyota 4Runner. Toyota s'est rappelé qu'on avait un 4Runner dans notre cours. On va vite. Voilà,
Toyota nous a invités à San Diego afin de faire l'essai du tout nouveau 4Runner de Toyota. Messieurs, comme je l'ai dit avant de partir pour la pause, il y a quelqu'un chez Toyota qui a dit « Bien là, ça fait peut-être un bout de temps qu'on ne s'est pas occupé de notre 4Runner. Nous autres, faudrait faire de quoi avec ça? » Et là, lorsqu'on regarde de plus près, le 4Runner n'avait pas changé chez Toyota depuis 2009. Oui, ça faisait 15 ans. 2010, ça fait 15 ans que ce véhicule-là n'avait pas changé. Et là, pourtant, on sait qu'on se base beaucoup sur le Tacoma. Et on avait modifié passablement le Tacoma, mais jamais on n'avait touché au 4Runner. Complètement oublié. Mais le Complètement Tacoma avait oublié. subi le même traitement. Ça y a passé 15 ans, lui aussi, avant d'être retouché. Alors, on suit la même logique, en tout cas, du côté de Toyota. C'est pour ça que c'est la bonne, mais c'est la même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour développer ce véhicule-là? C'est pas compliqué. On a utilisé la nouvelle base, parce que c'est pas une plateforme, c'était NGAF. Donc, c'est un châssis à échelle qu'on avait développé pour le Tacoma, le Tundra et les autres véhicules, châssis à échelle du côté de chez Toyota. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas succombé à la tentation de prendre une plateforme qui est un peu moins adaptée à un véhicule à lequel on veut avoir un peu de prétention davantage en route. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait nos devoirs du côté de chez Toyota. On n'a pas seulement développé un véhicule puis arriver avec 2-3 versions, on le met là, puis on s'en occupe pas trop. On a fait 8 versions différentes de ce 4Runner. Donc, vraiment, on a gardé quand même des éléments intéressants. Au niveau du design, pas de surprise. On n'a qu'à regarder un peu le Tacoma. C'est la même base, évidemment, même extérieur, même intérieur, à quelque chose près. Sauf qu'on a voulu garder un peu d'histoire avec ce véhicule-là. Donc, la vitre arrière emblématique, coulissante du 4Runner est conservée. Donc, évidemment, à action électrique, ça, c'est un point que je pense que les puristes voulaient conserver. Et la ligne pilier C et la ligne de courbe arrière, lorsqu'on regarde le véhicule de côté, on a gardé à peu près les mêmes lignes qu'on avait dans la version originale du 4Runner. Donc, ça, je pense aussi que ça va être apprécié. Pour le reste, bien, pas de surprise non plus au niveau des motorisations. On a utilisé les motorisations qu'on a déjà du côté de chez Toyota, 2,4 litres turbo et aussi le iForce Max. Donc, on peut avoir avec la version iForce 4 cylindres, 2,4 litres, 278 chevaux, 317 livres-pieds coupe, ou encore, si on y va dans la version avec l'hybridation et l'électrification, 326 chevaux. Et là, on arrive à 465 livres-pieds coupe. Donc, on va vraiment s'amuser au niveau du véhicule. Et on abandonne, sans surprise, la transmission à 5 vitesses pour arriver avec une nouvelle transmission à 8 vitesses qui va donner aussi davantage d'économie de carburant. Le Toyota Safety Sense 3.0, donc au niveau sécurité, ce qui n'existait pas dans le 4Runner. Maintenant, on arrive avec les toutes nouvelles technologies. Et un prix de départ pour la SR5, modèle de base, qui arrive quand même avec un équipement relativement intéressant à 54 200. Oui. Et là, on passe dans les versions. Il n'y a pas juste le châssis échelle, il y a le prix échelle aussi. Quand on va à la fin, si tu vas dans les dernières versions... Je te les donne, Marc. Va donc. Dans les différents modèles pour s'amuser, parce que SR5, je l'ai dit, 54 200, TRD Sport et le SR5 arrive à 7 passagers. Ça, c'est un autre point intéressant. Et ça arrive standard à 7 passagers. Si on veut un 5 passagers, TRD Sport, lui, 59 000. Le 4Runner Limited, un véhicule davantage fait pour la route avec du luxe et du confort à 7 passagers. Celui-ci, 68 000. Là, ça monte quand même passablement. Si on veut avoir le TRD hors route premium, 5 passagers, c'est 63 000, évidemment. Si on veut aller à l'hybridation, c'est le TRD hors route premium, 5 passagers. Donc, c'est le seul modèle qu'on a dans les deux versions, soit à gaz, soit aussi électrifié, donc hybride, 67 000. Le TRD Pro dans le iForce Max, 5 passagers, c'est 80 000. Si on va aller dans le Trail Hunter, donc une version ultime, vraiment là, pour aller hors route, il y a tout dans ce véhicule-là, c'est 84 000. Et le Platinum est à 73 pour la version la plus équipée. C'est toujours dans le 5 passagers. Et à chaque fois qu'on a l'hybridation, on doit faire de la place pour les batteries et tout. Donc, on enlève les sièges arrière, c'est du 5 passagers seulement.
Mais ce qui m'a étonné davantage, c'est le rendement et la douceur. Que ce soit le hybride ou que ce soit la version traditionnelle, c'est environ la même douceur de roulement pour le véhicule. Les suspensions travaillent bien. C'est un véhicule qui est davantage à l'aise parce qu'on a fait du hors-route que sur la route. Mais si vous prenez, si vous voulez vraiment faire de la route et des longs déplacements, je vous suggère le Platinum ou encore le Limited. C'est les versions qui vont vous donner davantage de plaisir sur la route. C'est l'équivalent du Tacoma, en fait. Exact. On a joué exactement la même partie qu'on a faite avec le Tacoma. Tu parles des versions en route les plus extrêmes qui viennent avec des suspensions particulières, avec des sièges à suspension aussi réglables. On a Les amortisseurs réglables de l'extérieur, TRD Pro. Oui. Et le Trail Hunter avec TRD Pro, c'est les amortisseurs Fox. Et le Trail Hunter, c'est des émus. Et là, c'est ajustement extérieur et non pas un bouton. Je sais pas, là, mais c'est encore, ça va être apprécié de la part des puristes. Bien, c'est ça, c'est exactement. Ce sont des véhicules qui sont faits pour les puristes, dont le prix, d'ailleurs, s'explique assez bien. C'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment à une clientèle très, très réduite. Moi, j'avais eu l'occasion de voir ce véhicule-là, mais pas de le conduire. J'avais surtout été marqué par le fait qu'on avait conservé, je te dirais, le look traditionnel du 4Runner. On ne s'est pas éloigné vraiment de ça. Donc, on a été capable de conserver l'héritage de ça. On s'était assis dans le Limited, donc effectivement beaucoup plus luxueux. Fait penser un peu à ce qu'on a fait aussi avec le Land Cruiser. On en a fait des versions qui étaient plus hors route. Donc, chez Toyota, on est quand même assez constant dans le développement. Tu sais, Land Cruiser, c'est 2 versions. Ouais. 2 versions, dont une, il y a 2 groupes d'équipements, mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Ouais, mais Tandis l'autre, que on a le 8, 4Runner, on a vraiment étalé la galerie complète pour aller chercher à peu près tous les acheteurs possibles et inimaginables. Sauf que, tu l'as dit tantôt, au niveau du prix, il faut faire attention. Lorsque tu arrives dans le très haut de gamme, là, on commence à jouer avec le Land Cruiser. Là, on arrive dans les prix du Land Cruiser. Et là, on va devoir prendre une décision quel modèle on aime le mieux. Oui, mais en fait, c'est 2 véhicules, par contre, qui n'ont pas exactement la même personnalité. Je t'avoue que le Land Cruiser est beaucoup plus raisonnable, je te dirais, peut-être un peu moins extrême que les versions les plus raffinées et les plus chères de celui-là. Donc, mais traditionnellement, c'est une grosse valeur de revente. C'est un véhicule qui va traverser les années de façon incroyable. Écoute, c'est la 6e génération, tu l'as dit, ça fait 15 ans. Et regardez le prix de ces véhicules-là, encore aujourd'hui, même usagés. C'est des véhicules qui se vendent à un prix de fou. Alors, je t'envie un peu d'avoir pu faire des sauts avec celui-là parce que j'aurais aimé ça l'essayer. Mais c'est un véhicule qui est impressionnant. Moi, je n'ai pas été invité à San Diego, il ne faut plus sauter. J'ai juste entendu parler des tempêtes de vent, de sable, de poussière qu'il y a eu là-bas durant le voyage. Et j'aurais tout sali mes lunettes. Je n'ai pas été. Merci. Effectivement. Alors, le nouveau 4Runner qu'on va vous présenter et qu'on va avoir ici en studio très bientôt dans un essai un peu plus complet et moins venteux que c'était justement à San Diego là-bas. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, on s'arrête et au retour, les nouvelles de l'industrie. Demeurez avec nous. Nous sommes de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles. On commence avec quoi? Avec Nissan? Nissan. Oui. Nissan, tu le sais, a eu des problèmes, en tout cas, supposément. Ont des problèmes? Ont des problèmes. On ne sait pas, en fait, jusqu'à quel point ils ont réellement des problèmes. On sait qu'ils ont fait des coupures importantes, 9000 emplois. Il y a des modèles qui ont été déplacés. Et on parlait beaucoup de la fusion potentielle avec Mitsubishi et surtout avec Honda. Au départ, ça devait être une fusion Honda-Nissan. On voulait greffer Mitsubishi à ça. Il y a 2 semaines, Mitsubishi a dit non, nous, ça ne nous intéresse pas. Et là, ça a l'air que Nissan a décidé de se sortir de cette entente-là. C'est une bombe, Marc. C'est une bombe dans l'industrie automobile. Vraiment. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça parce que, il y a quelques mois à peine, on nous disait on a pour 12 à 14 mois de liquidité. Et là, on sort d'un contrat qui pourrait être de 60 milliards, une entente avec Honda, qui aurait pu permettre, en fait, de sauver tout ce qui s'en vient. Alors, honnêtement, je ne sais pas où ça va aller. Est-ce que Nissan ne se serait pas fait faire les yeux doux par un autre fabricant?
par un fabricant d'un autre continent, par exemple, peut-être une entreprise chinoise qui veut s'implanter en Amérique du Nord. Moi, je pense que c'est très plausible. Détourner les fameuses taxes et trouver un moyen de rentrer, c'est un dossier à suivre. Effectivement, parce qu'effectivement, c'est ce qui lui semble le plus logique. Nissan ne peut pas rester tout seul. On le sait, même s'ils ont fait des efforts incroyables, même si aux États-Unis, ils ont fait des coupures, il y a des modèles qui sont plus là. On a diminué la production du Rogue à Smyrna, au Tennessee. On a diminué d'autres productions aussi. Il faut absolument qu'ils fassent un pas quelque part. Et effectivement, un nouveau manufacturier dont on ne connaît pas l'identité qui arrive, ce ne serait pas une grande surprise. Non, non, c'est très plausible. Dans la série des affaires, il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Chez Audi, on n'est pas fou parce qu'on change souvent d'idée. Tu sais que chez Audi, on nous avait récemment annoncé un changement de nom pour les véhicules. Donc, on avait décidé, entre autres, que les berlines impaires seraient électriques, impaires seraient à essence, paires seraient électriques. Donc, la A4 est devenue la A5 parce qu'on voulait faire un... Ça ne tient plus. Ils ont décidé qu'ils revenaient à ce qui était auparavant. Donc, on va conserver encore les A et la lettre Q. Donc, A pour les voitures, Q pour les VUS. Il n'y aura absolument plus de... Il n'y a pas de lien avec le chiffre. Plus du tout. En fait, le chiffre va encore servir à déterminer la taille, comme ça a toujours été le cas. Ça va. Donc, il n'y a plus de lien avec la motorisation. On va rester... On garde le e-tron. Ça, c'est une abomination totale. Mais c'est tout à fait logique, puisque l'électrification 100 comme dans la direction où on s'en allait, c'est terminé. C'est ça. Et on va avoir du hybride branchable qui s'en vient. Donc, tout ça aurait été pas mal compliqué dans la nomenclature des véhicules. Alors, c'est logique. C'est logique, mais comme je te dis, on garde le e-tron, on garde le TSFI qui était le standard. On garde aussi le avant pour la familiale, le Sportback pour les coupés. Donc, on revient traditionnellement à tout ce qu'on a toujours fait. Du côté des nouvelles dont on ne parle pas souvent, mais que je trouvais intéressantes, le pilote québécois, Bruno Spengler, québécois. Quand on étire un peu, il est québécois. En fait, il est né en Alsace. Même pas d'origine. Il est né en Alsace, mais il a passé beaucoup de temps au Québec. Ouais. Il a été très, très présent dans le milieu québécois. Depuis 12 ans, il était en DTM, notamment avec BMW. Bien, il vient d'être nommé pilote officiel chez Bugatti. On est vraiment dans un autre monde, évidemment. Il va contribuer au développement des voitures Bugatti. Donc, on est vraiment dans un monde de haut niveau. Mais, bien sûr, là, c'est une bonne nouvelle pour M. Spengler. Ouais. Dans la série, il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Chez Stellantis non plus, on n'est pas fou tant que ça, parce qu'on change d'idée encore une fois. Le Durango, qu'on devait abandonner en 2026, va revenir et pourrait revenir avec le V8 EMI. On a ouvert un hangar, puis on a trouvé un stock de V8 une couple de milliers d'EMI qui restaient là. Puis comme on ne fait plus de Charger puis de Challenger, il fallait le mettre quelque part. On va y passer à quelque part. Alors, effectivement, c'est le site Mopar Insiders qui a annoncé que, effectivement, le Durango serait de retour et qu'on conserverait le V8 EMI. C'est un peu ironique, c'est un peu drôle, mais en même temps, il fallait s'y attendre. C'est quand même particulier. Une nouvelle qui ne te surprendra pas parce que c'est ce que tu dis depuis plusieurs semaines. Ford a annoncé qu'il se lançait dans les véhicules à autonomie prolongée, à autonomie étendue, qui appellent donc des VUS, en fait, hybrides branchables à autonomie prolongée. Et attention, on parle des VUS, bien sûr, mais on parle aussi des camions Super Duty. Ça, c'est brillant. Bien, c'est brillant et c'est effectivement... L'idée, c'est clair, et on le dit sans gêne du côté de chez Ford. On veut affronter le Ram 1500, Ram Charger, qui va arriver bientôt, là, qu'on va voir dans les salons au cours des prochaines semaines. En grande primaire au Salon de l'Auto de Québec, semble-t-il. Écoute, c'est ça serait déjà une... oui, ça va être une bombe. Parce qu'il n'était pas à Montréal. Donc, évidemment... Je pense que c'est logique, effectivement. On veut donc réduire la portion Lightning et autrement et se lancer dans des hybrides à autonomie étendue. Bien oui, parce que les entrepreneurs qui travaillent avec ces véhicules-là, si on a 200-300 km d'autonomie avec des capacités de chargement dans la boîte, des capacités de remorquage, ça va vraiment aider les travailleurs, les petites entreprises, si on est raisonnable, évidemment, au niveau des coûts. Oui. Mais il reste que la technologie est là.
Chrysler l'a annoncé, Ford vient de l'annoncer. C'est quoi le prochain? C'est GM. C'est Ben clair. voyons, c'est clair, GM, clair, voilà. c'est clair. Dans la série de l'électrification, il faut parler de nos amis chez Tesla. Bien sûr, Tesla qui vient d'annoncer une baisse de 23 000 de son Cybertruck. OK. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est désormais accessible, je te dirais, parce qu'il est passé de 137 à 114 000 mais il est quand même 23 000 moins cher. C'est-à-dire qu'il est à peu près le même prix que ce qu'on vend aux États-Unis, 80 000 à peu près. Avec le taux de conversion, ça nous mène à peu près à ce prix-là. Sauf que tu as évidemment les différentes versions. Si tu veux la Cyber Beast, la version la plus raffinée, elle passe de 165 à 142 000 ce qui est quand même pas dans mon budget de la semaine, encore une fois. Par contre... Mais on se rapproche du Denali EV Sierra. Exact. Exact. Pas du Silverado, mais il reste quand même. Et par contre, on se reprend aussi ailleurs parce qu'on annonce le nouveau modèle Y. Mais le nouveau modèle Y, dans sa version de lancement, arrive à 83 000 Il était à 64 000 auparavant. Alors, ce qu'on enlève au Cybertruck, on le donne au modèle Y, je te dirais, en termes de prix. Et on sait déjà que les modèles 3 ont augmenté de 9 000 Donc, chez Tesla, les prix, c'est assez fluctuant. Oui, c'est ça. On joue avec les prix comme rien. Il n'y a pas de logique dans leur affaire. Et en Europe, je ne connais pas la conversion du taux de change, mais en Europe, le modèle Y de lancement, est à 60 000 €. Ce qui fait à peu près 90 000 chez nous. Bon, fait que tu vois qu'on on en profite du nouveau modèle parce que, évidemment, c'est purement esthétique. Le dessous du véhicule, l'autonomie, tout reste pareil. Exact. Et on augmente considérablement le prix. J'ai hâte de voir si on va conserver ce prix-là pour toutes les versions. Mais on va regarder ce que ça va donner aussi au niveau des ventes parce qu'il y a des baisses partout en Europe et même en Californie. Alors, on verra ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, effectivement, mon ami. Moi aussi. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, restez avec nous. On s'arrête et on revient. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. Et si vous voulez avoir des billets du Salon de l'Auto de Québec, allez-y via notre Facebook. Je pense que c'est la meilleure façon cette année. Messieurs, plusieurs questions. On commence tout de suite. Discipline, s'il vous plaît. Toujours. Tu nous connais. Oui, si les gens pouvaient vous voir durant les pauses, on se rendrait compte que la discipline n'y est pas toujours. C'est ce qu'on ne présente pas. C'est ça, on devrait présenter ces segments. Alors, première question. Je regarde le Tesla Y de nouvelle génération. Ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle technologie. Monsieur Moss parlait de nouvelles technologies de batterie il y a déjà à peu près 5 ans. Qu'en est-il de cette nouvelle technologie? Donc, c'est un rafraîchissement. C'est vrai qu'on garde exactement le véhicule en dessous identique. On vient d'en parler aux nouvelles, d'ailleurs. Il y a aussi augmenté considérablement les prix, parce que la nouvelle version arrive à 80 quelques mille dollars, qui est la version Launch Edition. Et si vous allez voir le prix pour les autres versions, bien, vous avez l'ancien modèle. Alors, c'est ce qu'on nous expliquait dans les nouvelles. Vous avez raison de dire que c'est un beau véhicule à l'extérieur. On a refait l'intérieur un petit peu pour le rendre plus accessible, mais le reste, c'est exactement le même véhicule que ça a toujours été. On n'a même pas modifié l'autonomie, donc même chose. C'est ça. Rien à rajouter. Rien à rajouter. Mais moi, ce que j'ai ajouté, c'est vrai que vous avez raison, au niveau de la technologie des batteries, parce que ça n'évolue pas. Donc, on demeure dans la première génération des batteries 4680, je pense qu'on l'appelle cette batterie-là. Il n'y a pas eu d'évolution encore. On attend toujours du côté de chez Tesla qu'on arrive avec la nouvelle technologie et on s'attend à ce que la nouvelle génération de batteries arrive d'abord chez Tesla. Parce que c'est eux qui ont choqué l'industrie automobile avec le Model S il y a 13-14 ans. Et là, on attend la... Mais là, ça a l'air d'être beaucoup d'autres constructeurs qui travaillent sur des technologies différentes. Les fameuses batteries à l'état solide, il y en a plein d'autres. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est la preuve que c'est difficile. La technologie actuelle est bien maîtrisée, mais d'aller plus loin, c'est plus difficile qu'on pense. Exactement.
d'aller chercher davantage d'autonomie. Il y a Philippe qui regarde un NX 300H. Ah non, il y a une bonne question. NX 300H 2021. Prenez des notes. Oui. 34 900 33 000 km. Un Lexus NX 350H 2022. 47 000 km. 47 000 50 000 km. C'est mélangeant, là, hein? Bien, en fait... On a un 2021 puis on a un 2022. Mais il y a une Puis là, c'est différence. pas la même génération de véhicules. Non. On a 15 000 km de différence. On a aussi 15 000... Oui, c'est ça. Puis là, on a 15 000 de différence. 13 000 de différence. Ouais. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on paye beaucoup plus cher pour un véhicule qui a plus de kilométrage pour en gagner un an, ou on prend l'ancienne génération, 34 000 à 33 000 km? Écoute, moi, je te dirais que l'évolution n'a pas été suffisante pour justifier les coûts supplémentaires. À mon avis, moi, j'irais sur le 2021, qui a moins de kilométrage et qui est beaucoup moins cher. Tu sais, puis c'est un Lexus, je m'excuse, on est encore dans le domaine de la fiabilité, on est encore dans le domaine où tout va bien, tout est efficace. Sincèrement, je ne paierais pas le 10-12 000 supplémentaire. Il y a une évolution au niveau du système hybride. Oui, Il y a mais une c'est pas- évolution au c'est pas niveau de suffisant l'intérieur. Tu sais, ça demeure qu'est-ce que vous voulez payer, mais je trouve la différence de prix élevée. Mais par rapport à l'évolution, ce que je veux dire, c'est oui, il y a eu un changement, mais c'est pas radical. Là. On n'est pas dans quelque chose qui passe du simple au double en termes de consommation de carburant. Là. On est vraiment dans un monde à peu près similaire. Alors moi, je ne paierais pas le prix majeur de différence. 34 000. 34 000. Oui. Ouais. Moi, j'irais vers ça. Je ne dépenserais pas de surplus pour aller vers un autre modèle plus. Parce que c'est un véhicule qui va rouler facilement un autre 5 ans. Tu sais. Et au bout de 5 ans, il va avoir besoin peut-être d'un échange par rapport à il y aura des nouvelles technologies qui seront rentrées sur le marché. Peut-être qu'il y aura l'idée d'aller échanger. C'est ça, plus facile d'échanger un véhicule comme ça qu'un autre véhicule qui aura coûté une dizaine de mille dollars de plus. Moi, c'est le prix qui est vraiment... Alors, il y a Joanne qui se dit, elle est tout mélangée parce qu'elle est allée voir le Kicks et on lui a proposé un Kicks Play. Marc, explique-nous c'est quoi. Kicks Play, c'est le vieux Kicks. C'est pas compliqué, hein? C'est un véhicule qui est plus petit, moins puissant, moins équipé, pas de rouage intégral, alors que le nouveau Kicks, c'est tout simplement la nouvelle génération, nouvelle plateforme, nouveau moteur, nouvelle dimension, nouveau système de rouage intégral. Écoutez, c'est sûr que le Kicks Play, c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est le véhicule le moins cher du côté de chez Nissan. Le Kicks est un peu plus cher. Mais je vous dirais que, comme le dit si bien l'adage, c'est plus que du bonbon. Je vous dirais d'aller plus vers le Kicks. Il y a plus d'équipement. Puis moi, juste le fait qu'il soit intégral, c'est déjà beaucoup. Mais le modèle de base est excellent aussi. Oui, c'est pas un mauvais véhicule. C'est juste que là, on se retrouve dans une sous-compacte un peu élémentaire, alors que le nouveau Kicks, c'est définitivement une nette amélioration. L'ancien était bruyant. On se souvient qu'il était vraiment bruyant, manque d'isolation. Le nouveau a des améliorations d'apporter. Annie dit Chevrolet Trax 9. Ma question, est-ce que je peux le garder longtemps? Mon auto actuel a 12 ans, donc bravo. J'aime le format et le prix. Effectivement, le format et le prix sont vraiment très bien. Pour ce qui est de 12 ans, c'est de l'entretien normal. Je vois pas vraiment de problème. Petit moteur turbo, évidemment, ça nécessite un petit peu plus de vigilance au niveau de l'entretien, mais moi, le Trax, je l'aime. Je trouve tellement qu'ils ont bien réussi le rafraîchissement de ce véhicule-là. Je trouve que c'est un bon coup de la part de GM. Alors moi, j'irais sans problème. Ils ont mis un prix intéressant aussi sur le véhicule. Tu sais. On n'a pas besoin de toute la puissance qui existe dans la compétition, mais le Trax, promenez-vous. C'est un véhicule fait du chemin puis à un prix économique. Puis il est beau. Il est beau. Il est vraiment beau. Effectivement. Peut-être que je m'attends, lorsqu'on va retravailler un petit peu ce véhicule-là, qu'on opte pour le 1,3 litres au lieu du 1,2. Ouais. Ça, c'est la question. C'est peut-être... Je pense que c'est peut-être le petit pas à faire pour le rendre encore un petit peu plus intéressant. Puis je me serais peut-être attendu que la version Envista de Buick ait, elle, peut-être droit au 1,3. Bien, on est encore au 1,2. On est encore au 1,2. Monsieur Simard, il veut acheter une Hyundai Sonata 2016 GLS, 97 000 km, autour de 14 000 propre. Même, il dit plus propre qu'un véhicule neuf dans la salle de monde. Donc, une autre voiture conduite par un curé. Font une superbe job, ces voitures usagées. Ouais, quand on va dans les salles de monde et qu'on regarde ce qu'ils ont fait avec les véhicules,
C'est incroyable. Tu rouvres le capot Des de remises ça, à neuf, c'est vraiment des Les remises remises à à neuf, c'est ça. Ils ont vraiment l'air remisés à neuf. Et ça donne confiance. Ça donne confiance de les voir. Et moi, je pense que j'irais vers ça. J'aurais pas peur de me promener dans un véhicule semblable. Et il y a une petite garantie qui n'est pas longue là, quand tu achètes un véhicule usagé comme ça de ce kilométrage-là, mais quand même. Intéressant. 2016, c'est un peu mélangé avec les styles. Là. Ça a changé à chaque année dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop c'est lequel, c'est celui qui est un peu extravagant ou le plus sage. Je pense que c'est le sage, ça, 2016. sage. Il n'était pas rendu encore au stade où ils ont De fumé l'extravagance. des drôles d'affaires. Mais au niveau de la motorisation, faire une petite vérification, hein, parce qu'il y a eu des petits problèmes, là, 2014-2015. 2016, c'était pas mal 2016. réglé, mais il faudrait vérifier. Ouais, ils ont été moins touchés que les Elantra. Exactement, mais oui, moi, c'est un véhicule que j'aime bien. La Sonata, c'est un véhicule qu'on oublie trop souvent, mais qui fait tout à fait le travail comme berline intermédiaire. Qui a un certain confort aussi. Oui. Qui a un certain confort. Mais plus raide un peu que ses rivales de l'époque, là, les Camry et Accord de ce monde. Mais bon, c'est quand même pas une vilaine voiture. Guillaume, j'ai trouvé un Hyundai Veloster 2016, 14 000 km. Il demande 16 000 $. Il est original. J'espère qu'il est original. Il faut qu'il soit original. À ce kilométrage-là, j'espère qu'on n'a pas abaissé les suspensions, mis des roues, quoi qu'on l'a fait beaucoup avec les Veloster. Bon, à ce kilométrage-là, moi, j'ai aucun problème. Allez-y. Mais on le faisait. Oui, moi, je suis méfiant, par exemple. 14 000 km pour un véhicule de 2016. Moi, je le ferai inspecter très, 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 très profondément parce que si c'est un véhicule qui n'a pas roulé, c'est pas mieux. Il faut faire attention comment il a été entretenu, évidemment. Puis le Veloster, je vous rappelle, moi, j'aimais bien le Veloster Turbo. Le Veloster traditionnel n'avait pas un gros moteur non plus. On l'a poussé assez fort. Regardez comment il a été conduit pendant 14 000 km parce que moi, ça, c'est le bémol que je pourrais mettre. Mais oui, c'est un véhicule. Moi, je trouve ça le fun. Puis j'aime l'idée qu'il soit asymétrique, là, avec une porte sur l'autre bord. Mais vous savez que moi, j'aime les voitures qui ont un style particulier. Mais un véhicule comme ça, moi, j'ai pas peur de ça, dans le sens que, à part que des véhicules qui ont 5-6 000 km, qui n'ont pas bougé, qui sont dans des garages très humides, etc. Mais le Veloster, quelqu'un chez nous qui est dans le stationnement, qui a un véhicule comme ça, qui a 11 000 km. Le véhicule est à l'état neuf. Tu regardes partout, les freins, n'importe quoi, il n'y a rien de rouillé. Alors, une petite inspection sur le véhicule. Puis... Oh, oui, c'est sage de le faire inspecter. Bonne idée, Marc. Rapidement, oui ou non, Jocelyn, un Highlander hybride, je veux savoir si ça vaut la peine de prendre le Grand Highlander. Ça, c'est selon vos besoins, parce que c'est le même véhicule, juste à plus d'espace, alors c'est oui pour moi. Exact. C'est le même véhicule. Donc, Highlander, oui. Grand Highlander, bien, si vous avez besoin de cette place. C'est toi. Moi, je préfère les véhicules tour un petit peu plus petits, alors c'est le modèle ordinaire. Si vous avez 5 enfants, c'est peut-être le Grand Highlander qui s'apprend. Merci, monsieur. Plaisir, merci. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.